Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous IAD Talk, webinaire exclusif donc en partenariat avec Imo Matin. C'est le deuxième webinaire que nous organisons donc avec IAD, qui est, je vous le rappelle, le leader en France des réseaux mandataires avec près de 15 000 conseillers immobiliers. Alors ce nouveau rendez-vous de juin, nous l'avons intitulé Comment anticiper la reprise du marché immobilier. Alors, pas question de crier victoire, hein, vous le savez bien, la situation reste tendue sur notre marché immobilier et elle est d'autant plus incertaine depuis la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Néanmoins, l'actualité du secteur laisse présager, nous le verrons avec nos invités, des jours meilleurs. Alors, avec nos invités, nous ferons tout d'abord un point d'étape sur la situation actuelle de la dynamique du marché de l'immobilier. Nous reviendrons aussi sur les fondamentaux du modèle IAD et sur sa capacité de résilience dans ce contexte compliqué, incertain. Nous parlerons également taux d'intérêt, puisque la baisse des taux de crédit qui redonnait du souffle au marché, elle est ininterrompue. Taux de crédit et également production de crédit. Nous parlerons aussi d'intelligence artificielle, puisqu'on observe un retour marqué, là aussi, de l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui devenu un outil incontournable pour les agents immobiliers. Et enfin, nous parlerons avec Adrien Leroux, politique, et avec les autres, bien sûr, politique du logement, en nous intéressant aux pistes qui pourraient permettre de redonner de la vitalité à l'industrie immobilière. Alors, pour évoquer tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Vincent Pavanello, qu'on ne présente plus, mais je vais le faire quand même, à la tête de la maison des mandataires et du cabinet Real Estate. Bonjour Vincent. Salut Christian, salut à tous. Avec nous également Adrien Leroux, directeur général de l'agence de presse Newstank Cities, et également directeur général d'Imo Matin. Bonjour Christian, Bonjour bonjour à tous. Adrien. Et enfin Olivier Descamps, le directeur général d'IAD France. Bonjour Olivier. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors, pour ouvrir ce webinaire, une première question sur la situation politique actuelle qu'on ne peut pas occulter. Alors, devant la nouvelle architecture politique qui se profile, et avec la plus que probable ère de cohabitation qui s'ouvre, messieurs, quel est votre état d'esprit? Alors, je vais d'abord m'adresser à Olivier. Quel est votre état d'esprit, Olivier? Est-ce que vous êtes... À quoi peut-on s'attendre au niveau de la dynamique du marché pour les mois qui viennent? Bon, d'abord, on a été courageux de garder la même thématique qui a été fixée il y a plus d'un mois. Vous avez raison. Et avec la dissolution annoncée, l'exercice il est un peu difficile. S'attendre à une cohabitation, ben, on y est préparé. On peut se dire qu'aujourd'hui, on est dans une période quand même là d'incertitude pour les vendeurs et acquéreurs. Hein. Presque comme dans un cycle présidentiel, hein, où on dit j'attends de savoir ce qui va se passer. On est quasiment dans ce même calibre je dirais, d'attentisme. Le deuxième élément, plutôt positif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le logement et l'immobilier, dans certains programmes, on a entendu le mea culpa du président, le mea culpa de Bruno Le Maire, on a vu les propositions de Gabriel Attal, en supprimant les droits de mutation pour les primo-accédants en deçà de 250 000 euros. Donc on s'attend à je ne sais pas quoi. En tout cas, on est vigilant et on a des signaux qui restent quand même positifs en disant que le logement pourrait reprendre et l'immobilier une place plus importante que celle qu'on avait avec le gouvernement précédent. C'est pas dur. Oui. C'est pas dur, je te le concède. Vincent, qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur ce point-là? Peut-être 2-3 mois qui vont être un peu plus incertains et après on peut s'attendre à un début 2025 un peu plus... Ouais, ça crée de l'incertitude, c'est jamais bon pour le business au sens large et pour les gens qui veulent se projeter. Moi, ce qui me rend un peu moins négatif et un peu plus optimiste, on va dire, c'est que en ce qui concerne le logement ancien, on n'attend rien du ou des gouvernements. Oui. Je veux dire, hors élection législative anticipée, le marché aurait vraisemblablement repris un trend plus normal avec des taux qui diminuait. Et donc l'idée d'avoir demain une Assemblée nationale qui ne vote pas de loi, puisque une Assemblée sans majorité absolue, c'est potentiellement une majorité qui en fait ne passe pas de loi ou c'est une sorte de théâtre, c'est pas forcément quelque chose qui, dans l'immobilier ancien, poserait beaucoup de problèmes. D'ailleurs, ça fait bien longtemps que les grands acteurs et les réseaux de mandataires en tête n'ont pas de demande particulière à faire au gouvernement, on n'attend pas de niche fiscale, on n'attend pas d'aide particulière. On apprécie, on accueille favorablement la baisse des taux, mais c'est pas du tout lié à l'Assemblée nationale et à sa décision. Donc, dans l'immobilier ancien, je pense qu'on peut être serein. Il y a plus de difficultés dans d'autres segments du secteur immobilier. Par exemple, l'immobilier neuf, où ils sont vraiment en attente de mesures d'accompagnement, de soutien, puisque là où nous, on a fait moins 30% de transactions et que
après par rapport aux meilleures années et où ça repartait un peu, eux, ils sont plutôt à moins 50, moins 60, ça repart pas. Donc dans l'immobilier ancien, je le dis aussi aux agents immobiliers qui nous regardent, l'idée qu'on ait demain des majorités très relatives, des blocs et des alliances qui ne se font pas et donc des lois qui ne sont pas votées n'est pas forcément un drame en soi. Je pense que là où il faut être plus vigilant et où il faut peut-être aussi rassurer les clients, c'est que l'effet il peut être indirect. C'est-à-dire si on a un dérapage complet des finances publiques, par exemple, qui entraîne une hausse du taux d'intérêt de l'État français, on sait qu'il y a un lien avec le taux des crédits immobiliers. Donc c'est plus par ce truchement-là qu'il peut y avoir des conséquences. Mais en tant que tel, l'idée que demain, on ne vote pas de loi en faveur du logement pendant 2, 3, 4, 5 ans, on peut peut-être vivre avec. Ouais, je suis d'accord. Et on en parlait tout à l'heure avant de démarrer. On est en tout cas moins inquiet qu'à la veille d'un confinement il y a 4 ans. Et donc, ça sera moins pire que ce qu'on a pu vivre il y a 4 ans. Donc, et nos entrepreneurs sauront toujours trouver les voies et les chemins pour faire face à ça. Mais on est toujours plus à l'aise dans une stabilité que dans une période comme ça un peu incertaine. Et le logement il faut juste le dire aussi, est plus que stable. Enfin, le The Economist a fait un article la semaine dernière qui dit le logement c'est l'asset indestructible. The indestructible asset, quoi. Et ils disent en fait, mais il a passé toutes les crises, le Covid, l'inflation, le confinement, la hausse des taux. À l'échelle du monde en 2023, les prix du logement ont augmenté de 3%. Donc si demain on avait une déstabilisation globale, il est fort à parier que le marché action souffrirait davantage, et le marché obligataire encore plus, que le marché de l'immobilier en termes de prix. Donc là aussi, l'incertitude, elle peut ramener aussi vers un effet valeur de la pierre. Enfin, je veux dire, c'est l'actif qui ne baisse jamais en valeur, même malgré les crises très fortes. Donc ça, il faut peut-être le rappeler aussi, et c'est le rôle de tes entrepreneurs, de tes conseillers et tous les conseillers immobiliers français de le rappeler à leurs clients. Très bien. Adrien, alors l'objectif n'est pas que vous nous donniez vos sentiments politiques, mais en tout cas, est-ce que vous seriez en mesure de nous présenter un petit peu les programmes logement des 3 principaux groupes qui vont s'opposer lors de la prochaine échéance législative qui va commencer dimanche? Bien sûr, merci Christian. Les décrypter. Oui. Ouais. Déjà, aujourd'hui, personne n'est en mesure de dire quelle sera l'issue du scrutin des élections législatives du 30 juin et du 7 juillet prochain. Est-ce qu'une majorité absolue aura lieu entre l'Alliance Ciotti et Rassemblement National, faute de quoi Jordan Bardella a dit qu'il ne gouvernerait pas? Est-ce qu'il va y avoir une très grande alliance autour de la majorité présidentielle qui irait s'allier avec DLR, d'UPS, d'Europe Écologie? C'est pas exclure. Ou est-ce que la gauche, au travers du Front populaire, va réussir un coup et réussir à avoir cette majorité absolue? Ça, aujourd'hui, personne n'en sait rien dans les cabinets. Quand on leur pose des questions, ils sont dans l'incapacité d'y répondre. Après, quand on regarde les programmes des uns et des autres, c'est là où effectivement, je pense qu'il faut à la fois être positif et se dire qu'il ne faut pas compter à ce jour sur les politiques publiques, puisque quand on regarde les programmes logement, ils sont radicalement différents. Si on regarde le programme logement du Rassemblement national avec son allié Éric Ciotti, eh bien, ils vont revenir sur quelque chose sur lequel l'industrie immobilière s'est parfaitement adaptée, est aujourd'hui en ordre de marche. Ils ont annoncé qu'ils reviendraient sur le DPE. Ça veut dire que même les agents IAD, on les a formés pour accompagner les particuliers, notamment dans la rénovation énergétique de leurs biens. Eh bien, potentiellement, on pourrait suspendre notamment les interdictions de louer. Ça, c'est une partie du programme du Rassemblement national. Le centre, Olivier vient de le dire, au travers de la Macronie, ils ont annoncé à plusieurs reprises qu'ils souhaitaient un choc de l'offre. Donc là, effectivement, Bruno Le Maire en MEDEF a fait un mea culpa. Emmanuel Macron a également fait une forme de mea culpa en commençant pour les jeunes, sur le logement des jeunes et en le généralisant et en ayant une proposition phare qui est la suppression des droits de mutation pour les primo-accédants à hauteur de 250 000 €. Et enfin, le programme de la gauche, c'est de dire à quel point les programmes sont radicalement opposés. Le programme de la gauche aujourd'hui, entre autres, pose une question, et même une question constitutionnelle, qui est finalement le droit de propriété. Lorsqu'on dit qu'on ne pourra plus exclure quelqu'un si on ne sait pas qui le on n'est pas capable de le reloger, eh bien, c'est une façon de remettre en cause le droit de propriété. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une période d'incertitude, qu'on a des programmes qui sont radicalement opposés, et que finalement, le message, je crois qu'on a tous envie de porter pour les agents économiques et les agents immobiliers, c'est il va falloir continuer à se battre comme vous avez su le faire et être moteur de la dynamique du marché. Très bien, voilà pour ce volet politique, conjoncture politique et impact
sur le marché de l'immobilier. Je vais revenir avec vous, Olivier, pour parler d'un peu plus en détail d'IAD, et notamment son exercice 2024 que vous clôturez au mois de juin. Alors, est-ce que peut-être vous pourriez nous donner un petit peu une petite tendance sur la dynamique business pour IAD sur l'exercice donc 2023-2024 sur les 12 derniers mois? Oui, alors je ne vais pas tout révéler, puisqu'on Voilà. on a des Il reste rendez-vous encore 15 en juillet jours, pour, hein, c'est bah, ça, il nous reste 2 jours. 2 jours. Mais néanmoins, on a des rendez-vous pour partager ça avec notamment la presse, avec notre président. 2 choses. Un, le marché a été chahuté, et nous, on a également été chahutés. Très clairement, à l'intérieur, donc IAD sera en régression. On avait sur l'année civile 23, on avait fait -13 dans un marché à -22. Là, Vincent le disait, on en parlait encore hier, un marché qui objectivement va plutôt être autour des -28, -27. Nous, on va se situer en deçà d'une régression de 18%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a pris de la part de marché. C'est-à-dire que très souvent, il y avait ce discours. Hein, Là, vous parlez de l'ensemble des réseaux de mandataires, c'est ça? Non, je parle Vous parlez que d'IAD. que d'IAD, D'accord, ok, que très d'IAD. bien. Ok. Que d'IAD. Hein, donc, alors nous, c'est un peu compliqué parce qu'on est sur une année fiscale à cheval sur le civil, donc on a toujours du mal à comparer les chiffres directement. Donc on sera en régression. La bonne nouvelle, c'est notre part de marché. Puisque la part de marché d'IAD va progresser pour venir taquiner les 6,5%. C'est-à-dire que c'est le record absolu sur le marché français. Hein. Personne n'a obtenu cette part de marché. Et tout à l'heure, on le disait, on est le premier réseau monétaire, mais on est le premier réseau immobilier tout court. C'est-à-dire que ce soit mandataire ou réseau d'agences physiques, nous sommes le premier réseau. Donc ça montre la résilience du modèle, la force du modèle. Et Adrien le disait, et l'énergie de nos entrepreneurs qui, quelle que soit la situation, là, je prenais l'exemple du Covid, que ce soit de l'inflation, que ce soit des événements géopolitiques ou des événements politiques internes, nos entrepreneurs font face à ça. La deuxième bonne nouvelle, c'est ce qui se passe depuis quelques mois. C'est-à-dire que depuis maintenant avril, alors on espère que ce qui se passe actuellement en France ne va pas venir freiner cette dynamique, c'est que depuis 3 mois, on est sur une progression au-delà de l'historique, c'est-à-dire qu'on est repassé sur nos historiques avec une progression de l'ordre de +12 à +13%, et ça c'est une très très bonne nouvelle. On est sur une dynamique depuis le mois d'avril assez forte qui laisse à penser que la baisse des taux qu'on a constaté là depuis quelques temps favorise le marché au-delà de ce qu'on appelle du printemps de l'immobilier, puisque les mois d'avril, mai, juin sont toujours de bons mois. Et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc une année fiscale qui est en retrait, mais néanmoins depuis 3 mois de très bonnes nouvelles. Très bien. Vincent, le -17% pour les réseaux de mandataires en 2023, à quoi peut-on s'attendre aussi pour 2024 pour les réseaux de mandataires? Une meilleure résilience que l'ensemble, que le marché global? Des gains de part de marché toujours pour les réseaux de mandataires? Un commentaire par rapport à ce qu'a dit Olivier. Effectivement, nous, chaque année, on sort un chiffre consolidé de l'ensemble des réseaux de mandataires. Hein, donc dans le cadre de votre la étude maison des mandataires, voilà, qui sort, la maison des un mandataires. baromètre chaque année, qui se veut le plus honnête possible. Donc, par exemple, cette année, on a tout à fait assumé, écrit et expliqué qu'il y avait moins de mandataires actifs à la fin de l'année 2023 qu'au début de l'année 2023. Ce sont des entrepreneurs. À un moment donné, dans un marché plus difficile, certains s'y retrouvent moins. Et donc, sur du marché, alors c'est pas énorme. Hein, sur 48 000 ou 50 000, il y aurait 2-3 000 mandataires de moins en net à la fin de l'année. Mais on le dit, Ouais. hein, c'est juste pour montrer la caractéristique et l'aspect objectif de ce baromètre que j'écris et que je signe moi. Hein. Je prends les chiffres des réseaux, mais c'est moi qui le signe. Et ce qu'on a montré dans le baromètre 2023, qui je pense est intéressant et qui s'inscrit dans tes chiffres, c'est que, grosso merdo, ce que les gens peuvent retenir, c'est que quand le marché va bien, les réseaux de mandataires font beaucoup, beaucoup mieux que le marché. Je sais pas, si on prend les années 2020, 2021, le marché faisait +10, les réseaux de mandataires faisaient plutôt +25 à peu près en pourcentage. Quand le marché va moins bien, voire pas bien du tout, comme en 2022 et 2023, les réseaux mandataires font un peu mieux que le marché. Donc on est tout à fait surperforme le marché. honnête, Comment ouais. on dit ça? Alors avec un écart par rapport au Ouais, marché qui est un peu plus faible et qui s'explique par plein de raisons. Mais ce que je dis aussi, c'est un écosystème qui fait mieux quand le marché va bien et mieux quand le marché va mal, il fait mieux tout le temps. Et ça montre totalement la résilience. Et j'étais bien placé pour m'entendre dire depuis des années que effectivement, bon, ok, les réseaux de mandataires, Vincent, ils ont bien marché, mais c'est parce que le cycle économique était favorable. Mais tu verras, à la première crise, il y aura un retour des modèles traditionnels. Et l'honnêteté nous oblige à dire que c'était une hypothèse qui avait le mérite d'exister, puisqu'il n'y avait jamais eu de crise traversée par les réseaux de mandataires. Là, on a une crise, il n'y a pas n'importe quelle crise. C'est une des 2 plus grandes crises des 50 dernières années, quasiment, dans l'immobilier en termes de volume de transactions. Ça fait pas 2 mois qu'elle a commencé cette crise. Ça fait maintenant 30 mois qu'elle a commencé, à peu près début 2022, si on prend ces chiffres-là. Et entre il y a 30 mois et aujourd'hui, les réseaux de mandataires, il y a des en tête, ont pris des parts de marché. Donc, il y a une forme de stress test qui a été réalisé et qui nous permet d'être hyper optimiste. Et pour répondre à ta question, tout va dépendre de ce qui va se passer dans les jours à venir. Mais grosso merdo, ce qu'on comprend, c'est que on commence là sur avril, mai, juin à retrouver des mois où on fait plus de transactions dans les réseaux de mandataires qu'il y a un an.
Donc on peut imaginer une année un peu flat, hein, je pense en 2024 en termes de volume de transactions dans les réseaux de monétaires, dans un marché qui aura sûrement continué à se dégrader. Et je pense qu'après il faut être très optimiste pour 2025. Vraisemblablement l'incertitude politique peut-être qu'on en sera un peu sorti, on peut faire ce souhait-là. Les taux d'intérêt ont repris leur chemin vers la baisse. Et donc 2025 c'est la vraie année du rebond et c'est ça qu'il faut dire aux gens qui nous écoutent. Mais Oui. il y a encore, quand on dit ça on a l'impression qu'il n'y a plus de transactions. Chaque jour que Dieu fait, il y a 3000 transactions en France. Oui. Dans les Bien sûr. en Haute-Sic, Le il y en a marché ne s'est pas 3500. arrêté, bien sûr. Il faut dire aux conseillers Ouais. immobiliers, il y a autour de vous des dizaines de transactions qui vont se faire dans la semaine dans votre Mhm. secteur. Et je partage le doigt. Et quand tu Ouais. parlais de notre position de leader, et nous on répète régulièrement à nos conseillers entrepreneurs qu'on a beau être leader avec 6,5% de part de marché, c'est-à-dire que globalement, sur 100 biens vendus, il y en a 94 qui nous échappent. Et donc le marché est là, le potentiel est là. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut rappeler pour pas être toujours dans cette petite musique. C'est dur, c'est difficile. Bien sûr qu'il y a une réalité, on y fait face, mais on a des opportunités gigantesques en termes de développement d'activité, même chez nous qui sommes leaders. Et on a de grosses opportunités à saisir. Et justement, alors, ces conseillers immobiliers qui nous écoutent, pardon, et qui nous regardent, Olivier, quels arguments vous metteriez en avant justement pour les convaincre de vous rejoindre chez IAD? Là, aujourd'hui, si on peut parler des professionnels qui sont dans des réseaux classiques d'agences vitrées, premier élément, malheureusement, pour certains, on ne les convainc pas. Ils viennent naturellement avec, malheureusement, les 1300 ou 1400 fermetures d'agence. Fermeture, oui. Donc là, on a des amoureux du métier, on a des pros du métier qui ont vu leur agence fermer. Ils disent, mais moi, je veux continuer ce métier et je veux le faire chez le leader. Je veux le faire sur la marque d'immobilier la plus forte du marché. Donc, ils nous rejoignent. Ensuite, il y a ceux qui s'interrogent. Ils se disent, mais finalement, je suis un pro de l'immobilier, je maîtrise parfaitement ça. Mais aujourd'hui, je m'interroge. Et donc, quand ils viennent nous voir, la première chose qu'ils viennent chercher, c'est une liberté. C'est-à-dire que quand je suis dans un réseau classique d'agence, j'ai des permanences, j'ai des contraintes, je ne suis pas complètement libre. Le premier bénéfice d'IAD, c'est cette liberté d'entreprendre. Je travaille où je veux, comme je veux, au rythme que je souhaite, et j'y réponds et dans le pays que je souhaite. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir travailler dans les 8 pays, sans contrainte, sans autorisation. Le deuxième, c'est évidemment la rémunération. Le modèle léger d'IAD fait qu'aujourd'hui, on est de l'ordre d'une rémunération, je vais dire, de 50% supérieure à ce qu'on peut avoir dans des réseaux traditionnels. Donc ça, c'est le deuxième bénéfice très fort, en disant, mais finalement, je vais pouvoir profiter d'une rémunération, parce que le modèle est plus léger, je dis toujours, nos confrères vitrés ne sont pas moins généreux que nous, c'est qu'ils ont aujourd'hui des frais fixes qui sont annoncés entre 8 000, 9 000 euros de frais fixes mensuels en province. Sur ce point, vous allez dire que chez IAD, on voyage léger. Exactement, c'est ce qu'on appelle voyager. Donc on voyage léger, on est capable de Ouais. rendre bien plus de commissions. Donc la deuxième motivation, c'est celle-ci. La troisième, très souvent, c'est de dire, mais finalement, je viens de me rendre compte, que depuis plusieurs années, je travaille à construire un fonds de commerce, une propriété commerciale qui ne m'appartient pas, qui appartient à mon franchisé, qui appartient à mon gérant, qui appartient à mon patron. Et là, donc, chez vous, chez IAD, je vais donc pouvoir travailler en liberté, entreprendre comme je le souhaite, de pouvoir mieux gagner ma vie, et en plus, tout ce que je suis en train de construire va demain m'appartenir. Donc, c'est les 3 motivations fortes qu'on a auprès de ces professionnels. Très bien. À présent, sur la question du crédit et de son évolution, donc le crédit qui donne donc le pouls au marché de la transaction. Sa production, elle a été divisée par 3. Ça, ce sont des chiffres que nous avait communiqués la FNIM il y a quelques semaines. Entre mai 2022... Par 10 aussi, on peut dire. Ouais. Je pense que c'est des chiffres très exagérés. Ce sont des chiffres exagérés. Non, je veux peu dire exagéré. entre mai 2022 et mars 2024, sur 2 ans. La production divisée par 3. Bon. Depuis quelques semaines, on voit que les banques ont rouvert les vannes, ont rouvert les robinets du crédit. Est-ce que vous l'observez, ou vous aussi, Olivier, dans les dossiers dans les dossiers de vos conseillers? Oui, clairement. D'abord, on a des banques. Donc ça redonne du souffle au marché aussi. Mais c'est pour ça que ces 3 derniers mois sont meilleurs, sous l'effet évidemment du travail des conseillers, mais aussi parce que les taux ont baissé. Donc ça, on le voit très, très clairement. Avec des partenaires courtiers qui voient également des banques revenir dans le match. C'est que les banques qui s'étaient éloignées, qui avaient fermé les robinets, comme on le dit régulièrement, ont réouvert, se bagarrent, sont en compétition pour le faire. Donc ça, c'est assez fort. Et donc là, on parlait tout à l'heure des atouts. Les atouts d'IAD, c'est également la formation. On a une des plus belles écoles de formation, que ce soit en présentiel avec 600 formateurs et plus de 220 pôles de formation répartis sur le territoire, et également en ligne. Donc le message qu'on peut donner aussi à tous ceux qui nous écoutent là, à tous les professionnels, c'est qu'aujourd'hui, on propose et on invite nos conseillers à relancer leurs clients, puisque des projets qui étaient KO il y a 6 mois
redeviennent éligibles au financement. Donc ce qui est important, c'est aussi de passer du temps avec son portefeuille d'acquéreurs qui s'est vu peut-être refuser un accès au financement il y a quelques mois et aujourd'hui redeviennent éligibles. Donc on voit effectivement c'est l'impact de la baisse de ces taux dans la dynamique du marché qu'on a en tout cas chez nous. Et Vincent, la baisse des taux, donc elle est ininterrompue depuis le début de l'année. On est aujourd'hui, pour un emprunt sur 20 ans, à peu près entre 3,40 et 3,75. Qu'est-ce que ça vous inspire, donc, ces hausses-là? Évidemment, c'est aussi une très bonne nouvelle pour le marché. Ouais, alors bien sûr, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Il faut, si on s'adresse encore une fois à des entrepreneurs, aussi faire la part des choses. C'est quelque chose qui échappe totalement aux mandataires, Oui. précédemment. Le réseau n'a aucune prise sur les taux, mais même l'État français n'a aucune prise sur les taux. C'est-à-dire qu'il faut être très stoïcien quand on est entrepreneur. Il faut s'occuper de ce qui dépend de nous. Il y a plein de choses qui dépendent de nous. Les taux, ils évoluent, ils dépendent de plein max. Donc ça, c'est première remarque. Je pense que c'est important de le dire. Deuxième remarque, il ne faut jamais oublier que les taux sont historiquement bas en ce moment, et ils sont surtout beaucoup plus bas que dans tous les autres pays du monde. Oui. C'est quand même faut le dire. Les seuls contre-exemples, c'est le Moyen-Orient et la Suisse. Partout ailleurs dans le monde, les taux sont beaucoup plus élevés. Et la politique américaine, et ce qui est annoncé, c'est des taux qui vont rester beaucoup, beaucoup plus hauts. Juste pour donner un chiffre, hein. Aux États-Unis, les taux sont à 7,2, 7,3%. Pour l'américain moyen qui va faire un crédit à 30 ans, là-bas le crédit moyen est plutôt à 30 ans. Et la Banque centrale vient de dire, je ne vais pas les baisser, voire même, attendez-vous potentiellement à des mauvaises nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a un côté où c'est un autre marché. Nous, on est 2 fois plus faible, donc il y a tout à fait la place. Et ce que disait Olivier est très juste, les banques reviennent, elles reprennent, elles reconsidèrent ce qu'elles ont toujours fait historiquement. C'est pour ça que les taux étaient plus bas. Le crédit immobilier comme un produit d'appel, et donc on est très privilégié en ce sens. Et ce que nous disaient effectivement des courtiers pas plus tard que hier, c'est que les taux sont excellents. Les agences si on les peut banques résumer. rappellent les courtiers et les Oui. banques repayent les courtiers. C'est-à-dire en gros, sont prêts à redonner des commissions aux courtiers, ce qui est le meilleur indicateur d'une banque qui veut revenir sur le marché. Et il y a même des banques régionales, enfin là c'est aussi un bon conseil à donner aux agents immobiliers, renseignez-vous sur toutes les offres, soit temporaires, soit plus régulières, qui sont lancées par les banques régionales, qui souvent sont très intéressantes. Donc le crédit est quand même de moins en moins un frein, et donc il faut y aller. Les acquéreurs, c'est quoi aujourd'hui, Olivier, leur état d'esprit? Est-ce qu'ils ont conscience que les taux sont finalement excellents? C'est ce que disait Madame Arandou de chez CAFPI il y a quelques jours avec nous. Les taux sont excellents, donc les taux sont il faut y aller. Excellent. Aujourd'hui, on a 2 types d'acquéreurs. On a les acquéreurs qui sont dans ce qu'on appelle la nécessité d'acquérir, parce qu'ils ont un besoin de changer. On connaît tous le divorce, la mutation, l'agrandissement de la cellule familiale. Donc cela, c'est une belle opportunité. Et ensuite, on a les acquéreurs de confort qui, eux, sont encore un peu regardants sur la négociation, sur les prix. Mais aujourd'hui, les acquéreurs reviennent. C'est-à-dire que, alors, on a vu un ralentissement depuis 15 jours, il ne faut pas se mentir. C'est-à-dire que depuis l'annonce des solutions, il y a un peu d'attentisme. Mais avant cette annonce, les acquéreurs reviennent. Nous, on a des volumes qui repartent très très fort et des offres qui sont en croissance. Donc les acquéreurs ont retrouvé cette dynamique parce que psychologiquement, on l'a vu en 2 temps. Le premier temps, c'était les taux qui repassent en dessous de 4. Le 3,95 nous a beaucoup aidé. Là, les taux à 3,40. On avait estimé, nous, s'il n'y a pas de choc, je dirais, politique en France, des taux qui reviendraient autour de 3, c'est ce que disait Caroline la dernière fois. Et là, ce serait un deuxième élément psychologique, des taux qui repasseraient à 2,95, par exemple, redonneraient encore une confiance plus forte. On pourrait arriver à des taux à 3% à la fin de l'année, selon vous, ou début 2025, ce serait possible? Peut-être Vincent et Adrien, vous pouvez réagir là-dessus aussi. Ouais, c'est pas exclure. C'est pas exclure. C'est pas exclure. La BCE va annoncer un 0,2 encore à l'automne. Donc, En fait, la question c'est, est-ce que les taux d'intérêt des crédits immobiliers à 20 ans suivent davantage les taux de la BCE ou davantage le taux du crédit de l'État français? Historiquement, c'est plutôt la deuxième configuration en réalité, ce qu'on observe. Donc il n'est pas impossible que la BCE baisse ses taux pendant que le coût de la dette pour l'État français augmente si les gens qui sont élus avec toutes ces bonnes idées de dépenses publiques les mettent en œuvre. Mais encore une fois, je vous ai dit à quel point je n'y croyais pas trop. Donc pour l'instant. Et juste pour dire aussi aux acquéreurs qui nous écouteraient, le pari qui consiste à dire je ne fais pas mon acquisition car j'attends la baisse des taux, c'est un pari qui historiquement est toujours perdant. Parce qu'en fait, si les taux baissent, vous pouvez renégocier. Et si les taux augmentent, vous allez juste vous en arrêter plus cher. Donc il faut jamais, quand on est acquéreur, attendre la baisse des taux. Ça, les agents immobiliers le disent et ont raison de le dire aux acquéreurs. C'est toujours un pari qui est perdant. Très bien. On n'a pas parlé prix de l'immobilier. Qu'est-ce que vous avez constaté ces récents mois, Olivier, au niveau des prix?
Alors, sur le temps un peu long, on a vu une baisse des prix, clairement, de l'ordre C'est-à-dire le temps long sur sur les 12 derniers mois. sur les 12 derniers mois, ouais. Une baisse de prix qui, globalement, est à plus ou moins -7, -8, donc qui est quand même Ok. assez significative. Alors, là aussi, avec des différences régionales fortes et des bassins très forts. Et globalement, les régions ou les métropoles où les prix avaient fortement augmenté ont fortement régressé. Ouais. Ça paraît assez On classique. pense notamment à la côte, l'ensemble de la côte atlantique, certainement, non? Côte Atlantique, Bordeaux, Oui, c'est qui ça, avait oui. vu une Ouais. inflation très très forte il y a maintenant 14 mois, qui est Paris, Paris qui est redescendu en Paris deçà, également, oui. en deçà des 10 000 euros, donc ça, on ce phénomène-là. Par contre, depuis maintenant 2 ou 3 mois, avec la conjugaison conjuguée à la baisse des taux, on voit des prix qui repartent à la hausse. C'est-à-dire que depuis 3 mois, on a une progression des prix de 1% qui est constatée chez nous. Dans quel secteur? Dans quel secteur géographique? Moyenne de France, Moyenne de France. et dans les métropoles de plus de 100 000 habitants. Donc c'est ce qu'on constate nous sur les milliers de transactions qu'on peut faire chaque mois. Donc là, on commence à avoir un peu un équilibrage, mais c'est l'équation assez basique. C'est la capacité de remboursement d'un client, elle est liée au prix d'achat et au taux d'intérêt. Quand les taux baissent un peu, on se dit, ok, là je vais pouvoir... Et donc le vendeur a pas besoin de baisser son prix. Donc on voit un petit frémissement à la hausse, mais en tout cas sur les 12 derniers mois, on est sur une régression de 7 à 8% des prix des prix. Baisse de 7 à 8%. Oui. Ok. Donc, ce qui Depuis un redonne du pouvoir d'achat finalement aux acquéreurs, ce qui est très bien. Exactement. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Exactement. Mais c'était un -7, -8 sur des taux, on va dire, à 4. Quand les taux sont à 3,40, il est possible qu'aujourd'hui cette baisse se stabilise, voire une petite inflexion, comme on le constate depuis 2 ou 3 mois. Très bien. Je reviens auprès de vous, Adrien. On va reparler un petit peu politique du logement et notamment sur une mesure qui avait été notamment soutenue par le député Damien Adam sur cette question de la portabilité des prêts. Qu'il soutenait donc, et qui a été bien sûr suspendu compte tenu de la trêve parlementaire. Est-ce que vous pourriez nous rappeler d'abord qu'est-ce que la portabilité des prêts et est-ce que ce serait une piste à activer pour les mois qui viennent? Bon, il y avait une ingénierie financière qui était discutée au moment d'une inflation très forte et donc d'une augmentation des taux, qui était la transférabilité et la portabilité du prêt. La portabilité du prêt, c'est qu'aujourd'hui, j'achète un bien A, demain, je vais acheter un bien B, je vais pouvoir porter mon prêt. La transférabilité du prêt, c'est que j'ai acheté un bien A auquel il y a un crédit en cours et Vincent veut m'acheter ce bien-là, je peux lui transmettre le crédit qui est en cours, qui était la transférabilité des prêts. Cette ingénierie financière, elle était intéressante à un moment où le marché était en grande difficulté parce qu'elle pouvait permettre de relancer la machine. Là, ce que propose Damien Adam, la portabilité d'après au moment où les taux sont à 4% ou au moment où les taux étaient à 4%, ça n'a plus aucun intérêt. Ce qui aurait pu avoir un intérêt, et c'était pour le coup du courage politique, c'était que non pas le ministre du Logement, mais le ministre de l'Économie impose aux banques de rajouter dans les contrats, donc ça nécessitait une ingénierie juridique, de rajouter dans les contrats la possibilité que celles et ceux qui ont contracté un crédit puissent le conserver et donc mettre dans le contrat le fait de pouvoir porter ce prêt. Ça, tout le monde y était favorable. Je crois que c'était une mesure à l'époque qui aurait pu relancer la machine. On avait d'ailleurs à plusieurs reprises questionné le ministre du Logement, qui sur le principe aurait aimé porter cette possibilité-là, mais il a eu... Elle est tombée à l'eau. Non, mais le ministre de l'Économie y était absolument défavorable. En tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens, puisque les crédits sont en train de... les taux sont en train de baisser, donc on ne va pas ajouter ça ou le rendre obligatoire, ça n'aurait aucun sens. Et je crois que Vincent et Olivier l'ont parfaitement dit, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'aujourd'hui, les taux sont déjà historiquement, si on regarde les 50 dernières années, bas, et quand on se compare aux uns et aux autres, à part l'OVNI, et Vincent l'a rappelé, qui est la Suisse, qui parce qu'elle a sa propre banque, a des taux à 1,5, 1,7, et bien aujourd'hui on a des taux qui sont extrêmement attractifs, et donc c'est finalement parce qu'on a été mal habitué que le marché s'est contracté, parce qu'on a toujours besoin de se loger, et donc on a toujours besoin de se faire financer pour pouvoir acquérir ces biens immobiliers. Messieurs, est-ce que vous avez en tête d'autres pistes qui pourraient relancer la machine? Alors, Vincent, tu le disais, le marché de l'ancien, il s'autorégule, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres pistes qu'on pourrait... Le grand champ de réflexion, c'est un truc très basique. C'est détaxer les nomades en taxant les sédentaires. C'est un truc très basique qui permet de relancer l'immobilier. Donc, par exemple, une des façons de le faire, très théorique, c'est tu baisses les droits de mutation et tu finances ça par une augmentation de la taxe foncière. Par exemple,
des réflexions de ce type-là qui viendraient créer de la mobilité à un moment donné où il y a plein de Français qui veulent changer de vie, changer de région, changer de métier, ça me paraît être des pistes à regarder. Je pense qu'effectivement, les droits de mutation ont atteint un niveau stratosphérique. D'ailleurs, le rapport de l'autorité de la concurrence, tant qu'on commentait, expliquait quand même qu'il était plus élevé qu'ailleurs en Europe. Hein. Donc on taxe beaucoup ceux qui veulent bouger. Or, ceux qui veulent bouger, parfois, ils le font pour des intérêts économiques, des intérêts d'employabilité. Tu vois, si je devais faire une toute petite blague, je vois qu'on a mis le permis moto dans le CPF. Hein, donc on peut dire, j'ai besoin de mon permis moto pour trouver un emploi. Par contre, si j'ai besoin de déménager pour trouver un emploi, là, par contre, non seulement j'ai pas de CPF, bien sûr, mais je paye 5, 6, 7% de droits de mutation. Donc pour moi, ce champ-là de réflexion, il est intéressant. Après, on va pas se le regarder non plus. Hein. Il y a 1 million de personnes qui déménagent chaque année, alors un peu plus si on prend les acheteurs et d'acquéreurs, c'est-à-dire qu'il y en a 60 millions qui déménagent pas, donc c'est politiquement assez compliqué de dire que tu as détaxé. Voilà. Non, par contre, Oui. par rapport à ta question, il y a un sujet, c'est les investisseurs. C'est qu'aujourd'hui, le statut du bailleur privé, on a un sujet de location en France, hein, c'est-à-dire qu'il y a une pénurie de logements disponibles à la location. On a des investisseurs qui sont frileux, hein, on parlait du DPE, des conditions de location, donc la réflexion de remettre un peu le statut de bailleur privé en réflexion sur la table paraît aussi une piste intéressante pour redonner confiance aux investisseurs qui régénéreront des logements à la location. Aujourd'hui, la pénurie de location, c'est catastrophique. dramatique. C'est dramatique. Ouais. Les étudiants n'arrivent pas à se loger. Nous, on voit, on a une activité depuis quelques années maintenant. On a Home Pilot qui nous a rejoint sur la gestion locative. On peut avoir jusqu'à 50, 80 propositions de candidats à la location, ce qui est juste... Et donc, on pourrait réfléchir à cette notion de bailleur privé. Très bien. Autre thématique, ce fameux taux d'endettement qui est donc régi par le Haut Conseil à la stabilité financière, taux d'endettement qui ne doit pas excéder à 35% pour les emprunteurs. Est-ce que ce serait une bonne idée, selon vous, messieurs, de le suspendre, voire de l'annuler? Alors là, le suspendre, l'annuler, non. Enfin, il faut. Pendant un certain laps de temps, peut-être. Non, hein. mais le Haut Conseil à la stabilité financière, c'est pas l'ennemi des agents immobiliers. Je veux dire, enfin, s'il y a aucun conseil, alors on peut se faire plaisir, on peut prêter aux gens n'importe comment. Comme on veut, on va avoir 6 mois de se faire mettre en Ouais, action. puis on a vu que Et à la fin, on est dans le mur, il n'y a plus on a vu en 2008 que ça pouvait créer quelques problèmes. Ouais, donc est-ce qu'il faut l'amender? Est-ce qu'il faut prendre en compte un certain nombre de revenus qui ne le sont plus, etc., notamment pour les investisseurs locatifs? Sure. Sûrement, enfin, et je comprends quand même qu'ils sont de plus en plus ouverts à la discussion. Mais non, de toujours dire c'est la faute d'une réglementation et Oui. c'est pour ça que je réussis pas, ou c'est pour ça que je fais pas de vente, je pense que c'est toujours un mauvais prisme. La vérité, c'est que la France, encore une fois, elle prête très bien à ceux qui peuvent l'être. Il y a sûrement moyen d'amender, mais il faut, enfin, le côté suppression du taux d'endettement maximum, je ne crois pas du tout que ce soit la solution à moyen terme. Et les entrepreneurs, il faut aussi qu'ils réfléchissent à moyen terme. Bien sûr. C'est pour se taper une grosse crise dans 2 ans, parce que les gens prennent plus leur crédit, c'est pas très Non, intéressant. mais peut-être pas le supprimer, en tout cas le suspendre pendant peut-être un certain Non. laps de temps. Non, bon, il y a cette notion du reste à vivre hein, qui est importante. Évidemment, pour certains investisseurs, pour certains foyers, le pourcentage n'a pas beaucoup de sens versus le reste à vivre. Mais moi, je partage un peu ce que dit Vincent. Très souvent, l'enfer, c'est les autres. Hein. Donc, non, les clés de succès, elles sont chez nous. Et d'ailleurs, nous, quand on dit qu'on a pris des parts de marché durant encore cette année, malgré le retrait, c'est parce qu'on a un accompagnement, on a une proximité, on est encore plus pertinent dans les avis de valeur, on approche la valeur des biens de façon plus claire, on est encore en accompagnement plus fort sur les acquéreurs. Donc, je pense qu'on a des clés de succès chez nous et que d'attendre toujours de l'état des choses, d'abord, c'est pas la mentalité de nos entrepreneurs, et même si ça l'était, je pense qu'on prendrait le mur. Et donc, le vrai sujet, c'est de se mettre au travail. Et aujourd'hui, Vincent l'a dit tout à l'heure également, c'est que nous, par exemple, on parlait tout à l'heure des performances. Nous, on a une performance par agent qui progresse. C'est-à-dire que nos conseillers qui sont présents signent plus de compromis en moyenne qu'ils ont signé il y a 1 an. C'est-à-dire que ceux Dans qui quelle sont là... proportion? De 15%. 15%. Eh oui, de 15%. On pourrait appeler ça une productivité, hein, je sais pas, on ne rappelle pas. Par contre, c'est qu'aujourd'hui, les compromis, pour être précis, c'était 13% le mois dernier, pour être très précis. C'est-à-dire que ceux qui sont là, ceux qui se sont bagarrés, ceux qui ont pu se bagarrer, parce qu'il y a aussi des situations personnelles qui ne permettent pas de rester entrepreneur, sont plus performants parce qu'ils ont pris les bonnes clés, parce qu'ils sont remis au travail. Après des années qui étaient non pas faciles, mais qui étaient différentes en termes d'approche, ils ont pris conscience du marché et ils se sont dit, voilà, dans un marché qui correspond à ça, voilà comment je dois m'adapter. Nous, on les a accompagnés, parce que notre seul métier à nous, c'est de les faire réussir. Donc, on les a accompagnés, on les a formés, on a mis des ateliers en place pour leur permettre de réussir. Et donc, aujourd'hui, la clé, elle est majoritairement chez nous, plutôt que d'attendre d'un conseil à la stabilité, tu vois, qui est en bagarre avec Bercy, Bercy n'a pas la main, le logement n'a pas la main, enfin, tu vois, c'est très hypothétique.
Vous avez parfaitement, ils ont parfaitement raison et c'est le message à porter. La réalité quand même, et surtout quand on regarde le scrutin et ce qui s'est passé aux européennes et ce qui va potentiellement se passer, c'est qu'aujourd'hui, les Français, ils ont énormément de mal à se loger. Ils n'arrivent pas à se loger à Paris aujourd'hui. Tu arrives à Paris, c'est à ton premier job, mais personne ne te confie un appartement en location. Il va quand même falloir qu'il y ait des mesures aujourd'hui politiques, un courage politique, ou demain un courage politique qui permette de relancer un peu la machine. Et je parlais des législatives, des européennes. Les européennes, quand on regarde le vote, c'est 50% de ceux qui ont voté, soit un quart des Français, qui ont voté pour des partis qui sont jugés dits extrême droite ou extrême gauche. C'est donc qu'il y a une crise sociale, que cette crise sociale, on en parlait du coup, et c'est la première fois où on entend parler du logement dans les programmes politiques. Alors quand on regarde le débat des 3 porte-paroles, on n'a jamais parlé de logement, alors que la première chose dont on a parlé, c'est le pouvoir d'achat, mais on a parlé un tout petit peu de logement dans les programmes politiques et ou au MEDEF. Il va quand même falloir que le législateur de demain se dise qu'il y a une vraie crise sociale, que le logement s'inscrit dans cette crise sociale et qu'il va falloir penser des dispositifs. Est-ce que c'est le Haut Conseil? Est-ce que c'est en relançant la construction? Est-ce que c'est en touchant au droit de mutation? Mais il va quand même falloir relancer la machine pour que celles et ceux qui en ont besoin puissent vivre dans des conditions décentes. Et si on fait un tout petit peu de microéconomie quand même, c'est dans un marché sous-offreur, toute facilité d'acquisition, par exemple en augmentant le taux d'endettement, se transférera dans les prix immédiatement. Mais c'est bien sûr, c'est tout le sujet. Voilà, il faudrait construire plus de logements, libérer plus de logements. Dans les mesures concrètes que tu demandais, nous on dit par exemple qu'il ne faut pas interdire la location, les mauvais DPE, il faut les surplafonner en loyer. C'est moins violent et tu fais payer le coût vraiment aux bailleurs et pas aux locataires qui ne trouvent pas de logement. Faisons tout ça, mettons ça au clair et après on pourra aller aider ici et là l'acquéreur. Aider l'acquéreur dans un marché où il n'y a rien à vendre, c'est augmenter les prix, c'est mécanique. Et il y avait aussi Adrien, il y avait le ministre Kasbarian aussi qui défendait le développement de l'offre de ce qu'il appelle de logements abordables. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est ? Le ministre du Logement, il a toujours dit et souhaité qu'il voulait un choc de l'offre. Ouais. A posteriori, lorsqu'on voit les dernières prises de parole, manifestement, le projet de loi logement abordable de Guillaume Kasbarian, elle ne répondait pas à ce choc de l'offre, puisqu'ils ont tous fait un mea culpa en disant que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on était en train de faire n'était pas suffisant. Guillaume Kasbarian, il a essayé de porter une loi de façon courageuse, avec un impératif qui était d'inscrire le logement intermédiaire dans la production SRU, donc dans la production de logement social. Ça, c'était finalement un peu une demande de Matignon, puisqu'elle avait été présentée par Gabriel Attal. Ensuite, il y avait des mesures qui nous paraissaient être intéressantes, puisque, alors, je ne vais pas aller sur la partie sociale, notamment laisser la possibilité aux maires d'octroyer des logements sociaux, mais ensuite ils voulaient raccourcir les délais. Quand on voit et qu'on a la chance tous de fréquenter, de côtoyer, de discuter avec des promoteurs, à un moment effectivement il faut un peu alléger, il faut alléger la partie administrative, il faut alléger les délais, il faut alléger les recours, et un promoteur il a un terrain, il a un permis de construire, il a un PLU, il est dans son PLU, il faut qu'il puisse construire. Donc voilà, il est là le courage politique. Maintenant, la loi Kasbarian, c'est même pas nous, en tant qu'analystes, qui l'observons. Tout le monde le dit. Elle n'était pas suffisante. Le gouvernement, le président de la République et le Premier ministre et le ministre de l'économie ont dit voilà, on n'a pas fait assez. Demain, si par hasard on arrive à faire cette grande majorité, eh ben, il va falloir qu'on fasse beaucoup plus. Ok. Autre sujet, on change complètement de sujet. On va parler d'intelligence artificielle, qui là aussi est un outil aussi d'aide à la tâche pour les agents immobiliers. On sait que dans ce contexte d'incertitude qui s'ouvre, elle permet aux agents immobiliers d'être plus efficaces, d'être meilleurs. Est-ce que tu pourrais nous rappeler, Vincent, pardon, maintenant je te tutoie, je te voyais dans on parle donc. Alors en quoi l'intelligence artificielle peut-être Non mais en fait, pour moi c'est un peu le même grand sujet. C'est soit tu dis t'attends effectivement que les autres t'aident, t'attends un miracle, une super aide, une baisse des taux divisé par 3 dans la nuit. Voilà, soit tu dis en fait non, tout ça dépend pas de moi et je vais me concentrer sur ce qui dépend de moi. Et dans ce qui dépend de moi, il y a effectivement comment j'arrive à tirer profit de cette énorme révolution qui est que grosso modo... On parle de révolution. Une révolution majeure, totalement déstructurante de plein de métiers, qu'il faut aussi démystifier en disant aujourd'hui l'intelligence artificielle au sens ChatGPT du terme, mais en réalité 95% des utilisateurs sont sur ChatGPT et à raison, c'est l'outil le moins cher, le plus efficace et le plus adapté aux besoins des agents immobiliers. On a tous avec ChatGPT ou d'autres outils un super assistant du quotidien qui va faire à notre place plein de tâches de bureautique. En disant ça, peut-être j'en déçois quelques-uns qui s'attendaient au grand soir ou à des choses très révolutionnaires, et en même temps chacun peut aussi faire l'analyse de dire quel est le temps que je consacre chaque jour
à écrire, à rédiger, à synthétiser, à traduire, à mettre en forme, à modéliser. Bah, c'est énorme dans tous les métiers. Nous, je dirige une entreprise qui s'appelle Mister IA. On a 70% de notre chiffre d'affaires avec l'immobilier, mais c'est parce que moi je viens de l'immobilier. Tous les secteurs dans lesquels les gens travaillent avec un ordinateur, et c'est le cas dans l'immobilier, ont un super intérêt à récupérer ces outils. Si je dois donner 2-3 raisons vraiment fortes pour les agents immobiliers, et on a la chance de travailler et d'avoir formé des centaines de conseillers du réseau IAD. Oui. Pardon. Milliers. Des milliers si on dit les vrais chiffres. Et je crois qu'ils en sont très satisfaits. Ça les aide dans des choses très concrètes. Je prends l'exemple très basique. Aujourd'hui, on est dans un monde où les acquéreurs, il faut mieux les traiter que dans d'autres moments de marché. Au fond, l'acquéreur, il va avoir beaucoup plus de biens. Moi, j'ai des chiffres qui me remontent, je suis pas là, mais là où un acquéreur il visitait 5-6 biens, il va en visiter 15 maintenant, par exemple. Bon. Bah, comment, en tant qu'agent immobilier, je fais en sorte qu'il se rappelle plus de mon bien que des autres? Comment je fais en sorte, auprès de mon client, qu'il se rappelle vraiment des choses qu'il a aimées? Bah, je prends mon téléphone après la visite, je monte dans ma voiture, je raconte à ChatGPT tout ce qui s'est dit pendant la visite, je demande à ChatGPT de me faire un compte rendu de visite par mail hyper bien rédigé, et mon client, il est encore en train de descendre les escaliers, et il a déjà dans sa boîte mail un compte rendu. Et ben je me dis que si tu fais ça, et ben tu as un peu plus de chance par rapport à l'autre agent immobilier qui l'a moins fait, de convaincre ton acquéreur. Ce qui va pour l'acquéreur, c'est va pour le vendeur. On le dit toujours. C'est ce que font les conseillers IAD d'ores et déjà. Qui ont pris beaucoup d'avance là-dedans. Bien sûr, nous, on a emboîté le pas de l'intelligence artificielle, et nous, on aime bien dire l'assistant intelligent, plutôt que l'IA. Nous, on a deux choses, c'est plus simple et plus business. Autrement dit, il y a des avantages et des bénéfices qui sont flagrants. Le premier, parce qu'on a parlé des pros qui nous rejoignaient assez nombreux là, depuis maintenant quelques années, il y a aussi la reconversion. C'est-à-dire que nous, on est nés pour permettre à chacun de s'épanouir dans l'immobilier. Le chacun veut dire quel que soit le métier que tu faisais auparavant. Premier élément, je n'ai plus peur d'écrire à mes clients parce qu'il n'y a plus de faute d'orthographe. On lève des freins, effectivement. Là. Eh oui. Mais c'est énorme dans toute la France. Et Vincent parlait d'immobilier. Moi, j'ai dans une autre vie piloté une entreprise qui faisait des chantiers. Le chef de chantier, qui est sur une toiture, qui est en train de réparer, qui est en train de faire son chantier, quand il doit faire un compte-rendu, le gars, il est doué pour la mécanique, il est doué pour la technique, il est doué pour le bâtiment, mais rédiger un compte-rendu, là, il sort du chantier, le PV de réception, je dicte, il est rédigé, il est propre, il est structuré. Ça, c'est un des bénéfices majeurs de dire je n'ai plus peur de m'adresser à l'écrit à mes clients puisqu'il n'y a pas de faute. Nous, on a intégré l'IA dans les annonces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un client nous donne la confiance du mandat, le conseiller rédige son mandat, signe le mandat, et il remplit des champs, et l'IA lui propose une annonce. Évidemment, charge à lui de l'amender, de l'enrichir, mais en tout cas, il apporte des mots nouveaux, donc du temps, parfois des nouveautés, parfois des inspirations qu'on n'avait pas auparavant. Et le troisième élément, c'est l'assistant bureautique. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Et d'ailleurs, on le faisait avant l'IA, c'est comment on apporte du temps, des solutions pour que le conseiller ait du temps riche. Du temps riche avec qui? Avec ses clients, vendeurs, acquéreurs. Du temps riche avec ses équipes. Il doit être proche, il doit les animer, il doit les challenger, il doit aussi les former. Et du temps riche pour lui-même. C'est-à-dire que le temps qu'on va lui épargner en bureautique, je vais me former, je vais m'informer, je vais passer du temps pour moi. Et donc, c'est vraiment un accélérateur pour rendre les conseillers encore plus focus sur ce qui est majeur, c'est-à-dire de passer du temps avec leur écosystème humain. Donc, c'est pour ça que l'IA, finalement, c'est un accélérateur de relations humaines plutôt qu'une peur ou un étendard qu'on pourrait brandir. Donc c'est majeur. Ceux qui sont pas encore passés à l'IA, la seule chose qu'ils font, c'est prendre du retard, puisque tout le monde passera à l'IA, puisque c'est une véritable révolution. C'est soit un assistant, soit un partenaire, parce que parfois, ça confronte nos idées. De temps en temps, on a une conviction, on peut la confronter à ChatGPT, et on peut voir si on est d'accord ou pas d'accord, et après réfléchir auquel des deux a raison, puisqu'il y en a un qui est artificiel et l'autre qui est humain. Mais non, soyez certains que si vous n'êtes pas encore passé à l'IA, dans les prochains mois, maximum la prochaine année, tout le monde sera passé à l'IA. C'est clair, et d'autres le font. Et ouais, moi j'ai deux messages très clairs. Un, pour la reconversion est extrêmement facilitée. Je donne un exemple aussi très concret. La première visite qu'on fait, je suis rentré chez IAD il y a 2 mois. J'ai récupéré un mandat, et puis j'ai mes premières visites qui arrivent. Bah, c'est stressant, ça génère du stress. Qu'est-ce qu'on va me demander? Tu prends ton chat GPT, tu lui dis voilà les caractéristiques du bien que j'ai, pose-moi les 50 questions qu'on est susceptible de me poser en visite. Bah ça, pour nous qui sommes des professionnels de l'immobilier, on peut se dire ouais c'est pas grand chose, c'est évident. Bah non, c'est pas évident. Des gens en reconversion, donc les reconversions elles sont hyper facilitées. Savoir se présenter. Bien sûr. On dit il faut que tu saches te présenter. Et je fais quoi? Ok, je donne les mots-clés, je suis dans telle année, je suis là, ma passion c'est ci, c'est ça.
et en 20 secondes, j'ai un pitch qui m'est présenté. Je viens l'amender, je viens le corriger, mais en tout cas, j'ai été inspiré par cette solution IA, ChatGPT, qui est celle qu'on utilise tous majoritairement. C'est majeur. C'est clair. Et pour ceux qui sont déjà en activité, c'est mon deuxième message. Nous, on pense qu'il y a un lien très fort entre le développement personnel et l'intelligence artificielle. Si je prends un exemple de base, le siège d'IAD, ils disent à leurs conseillers, je pense à peu près tous les jours ou toutes les semaines, il faut travailler votre SEO, il faut être plus visible, etc. Dans le monde avant l'IA, si on est un peu honnête, ça prend du temps. Si je prends un consultant SEO, ça me coûte vite 10 000 euros. Bref, il y a des petites choses à faire. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu expliques ton problème à ChatGPT et tout le monde sait exprimer son problème dans son langage. Et ChatGPT va te dire, bah voilà, en fait, t'es agent immobilier à Saint-Etienne, voilà les mots-clés que tapent les vendeurs à Saint-Etienne, voilà le plan de communication que tu peux faire. Comme je dis souvent, c'est pas avec ça qu'on va passer devant se loger en SEO, évidemment. Mais pour du SEO hyper local, je suis même pas à Saint-Etienne, je suis dans une petite ville à côté de Saint-Etienne et il y a quand même plein de vendeurs qui se posent des questions. C'est un super outil, donc je Parce que même l'IA nous, aujourd'hui, figure-toi que même nous, on a réfléchi à passer nos articles, ne serait-ce que pour avoir une réflexion en disant à ChatGPT, est-ce que tu penses que cet article, on ne veut surtout pas toucher à la plume de nos journalistes, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait améliorer le référencement naturel de ces articles-là, et ensuite il t'en fait une proposition, libre à nous de la suivre ou de pas la suivre. Parce que l'IA aujourd'hui c'est ChatGPT, mais demain ça sera quoi? Personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que l'avenir de l'IA, c'est un humain qui sait interagir avec une machine et qui se dit, l'humain, j'ai une tâche à faire et en fait la machine serait mieux que moi pour la faire. Que ce soit demain ChatGPT, Copilot, directement intégré dans les outils métiers, personne n'en sait rien. Mais formez-vous et montez en compétences pour apprendre à interagir avec la machine. C'est tout. Et c'est important de se former parce que, prenons l'exemple de ChatGPT, le prompt, il faut savoir lui parler. D'ailleurs, il faut même peut-être de temps en temps, c'est plus efficace en anglais qu'en français. Donc il faut se former pour savoir comment on utilise le mieux possible cette intelligence artificielle. Il nous reste 5 minutes. Je voulais juste aborder aussi un point avant de conclure avec vous, Olivier. La formation, c'est hyper important pour les professionnels de l'immobilier. On parle bien sûr formation à l'intelligence artificielle. Audit énergétique, DPE, là aussi, il faut pour aborder ce monde de l'immobilier qui se transforme, c'est hyper important aussi pour les conseillers immobiliers IAD de se former à ces thématiques précises. Oui, tu as raison, la formation c'est majeur pour tous ceux qui nous rejoignent, mais notamment pour ceux qui sont en reconversion. Je le disais, université en ligne, plus de 220 pôles de formation répartis sur le territoire, 600 formateurs habilités. Bref, 600 formateurs qui sont habilités aujourd'hui chez IAD. 600 formateurs habilités sur l'ensemble du territoire. Qui se déplacent sur les territoires. Qui se déplacent ou plutôt qui se rejoignent avec les stagiaires dans les pôles de formation que je viens de citer. Donc pour nous, c'est majeur. Des formations qui sont remises à jour régulièrement. Challenger, on a ce qu'on appelle un cercle, nous, des formateurs habilités, donc avec lesquels on travaille, avec lesquels on co-construit pour dire voilà, de quoi vous avez besoin. Aujourd'hui, clairement, il y a plusieurs choses. Un, l'immobilier, très clairement, l'immobilier. On a l'immobilier, qu'est-ce qui a vu se greffer? Juridique, commercial, enfin le juridique, commercial, ça, exactement. Okay, ouais. La rénovation énergétique, majeure aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus rencontrer un client vendeur ou acquéreur sans que la question du DPE soit mise sur la table. Oui. Auparavant, c'est une formalité qu'on tamponnait. Maintenant, c'est comment je fais pour gagner en classe. Donc là, on forme, on accompagne. On a également des partenariats avec des partenaires qui sont pros dans la rénovation énergétique. Ça, c'est assez majeur. Le troisième élément, c'est la technologie. On parle de formation, c'est comment je maîtrise mes outils, comment j'optimise mes outils. Je dis très souvent, quand on prend un iPhone, qui d'entre nous est allé voir le mode d'emploi? Donc on prend l'iPhone, on est très content, on le branche et on démarre. Et donc on utilise à peine 5% des capacités. Donc nous, on insiste beaucoup sur l'exploitation des outils. Formation également à manager, parce que je le rappelle, chez nous, nos équipes, nos entrepreneurs développent leurs propres équipes, donc comment j'accompagne, comment je coach. Donc là, on a aussi un accélérateur sur comment je vis ma vie d'entrepreneur et comment je vis ma vie de coach pour être le meilleur compagnon, le meilleur manager, le meilleur coach pour les équipes et faire réussir mes équipes. Ça, c'est les points sur lesquels on travaille beaucoup. Très bien. Un petit mot de conclusion, messieurs. Le marché, il est tel qu'il est aujourd'hui. 2025, fin 2024-2025, est-ce qu'on peut parler de reprise? Est-ce qu'on va pouvoir parler de reprise selon vous? Un mot de conclusion, il nous reste 3 minutes. Ça dépend des gens qui nous écoutent. Encore une fois, le marché, il fera plus ou moins entre 0 et plus 10, peut-être en 2025, j'en sais rien, on verra. Mais rien n'empêche l'entrepreneur de faire plus 20, plus 25 ou plus 30 et de développer beaucoup plus que les autres. Et c'est ça qui fait la beauté de ce choix qu'ils ont fait, nos amis entrepreneurs. C'est qu'ils ne sont pas totalement dépendants de ce qu'est l'évolution de marché. J'ai des conseillers, la semaine dernière encore, te disant chez nous c'est la guerre, chez nous c'est la crise, le marché est dégueu.
Enfin, j'ai fait 3 ventes de plus cette année que l'année d'avant. Mm. Bon, bah, c'est pas si mal. Et donc, pour moi, c'est ça le message. C'est plutôt demandez-vous quelle est votre trajectoire individuelle plutôt que de se poser encore une fois des questions sur le sujet qui ne dépendent pas vraiment de nous. Il y a 3500 transactions en France tous les jours. Comment vous faites en sorte d'en choper quelques-unes? C'est ça l'enjeu. Adrien Leroux, également un petit mot de conclusion. Moi, je pense que Vincent a parfaitement raison. Aujourd'hui, on va certes avoir peut-être 800 000, 850 000 transactions. Maintenant, celles et ceux qui nous écoutent, eh ben, il faut réussir à en faire parmi ces 850 000. Et donc, il y a quand même une place pour les uns et pour les autres. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut continuer à être positif. Il y a des aléas économiques, il y a des aléas, il y a eu des aléas qu'on a vus avec le Covid, il y a des aléas politiques. Et maintenant, il faut continuer à se battre. C'est ça la vie. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à prendre sa place, il faut continuer à avoir une trajectoire. Et puis pour les entrepreneurs qui nous écoutent, eh bien, s'ils se battent, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas. Donc se battre, c'est le propre des agents IAD. Le mot de la fin est pour vous, Olivier. C'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Aujourd'hui, très clairement, c'est ce que viennent de dire Vincent et Adrien. Le match, on le gagne soi-même. Donc nous, le conseil qu'on donne, c'est écrivez vos objectifs. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise? Rédiger sa feuille de route, se mettre au travail et passer moins de temps à parler de la conjoncture et passer plus de temps avec ses clients, vendeurs, acquéreurs et ses équipes et continuer à se former. Nous, on pense que la formation, aujourd'hui, dans un monde qui bouge, dans un monde qui mute, se former, apprendre, hein, souvent je dis, prenez un CDI de stagiaire, quoi, soyez stagiaire à vie. C'est-à-dire que apprenez tous les jours, donc se former, se bagarrer, mais ça c'est dans l'ADN d'IAD, et sinon on ne serait pas leader. C'était le mot de la fin. Merci mille fois, Olivier Descamps, d'avoir pu assister encore, Avec plaisir. participer à ce webinaire. Merci aussi, Vincent Merci Pavanello. à toi. Merci mille fois. Et Adrien Merci Leroux. Christian. Merci mille fois. Rendez-vous. Est-ce qu'on peut déjà annoncer le prochain rendez-vous de l'IAD Talk? Fin septembre. Fin On septembre. n'a pas encore quelle est la date, mais fin septembre. Tout ira mieux d'ici là. Merci mille fois. Très bientôt d'avoir assisté à ce webinaire. Merci encore. Au revoir. Merci.